Salut à tous et merci d'être là. Vous êtes sur Embrassez-vous et c'est le 3e épisode. Aujourd'hui, on discute avec Olivier qui a 60 ans et qui vit dans la montagne, dans les hauteurs de Sisteron, avec ses 20 chevaux. L'épisode d'aujourd'hui a failli ne pas voir le jour car on l'a enregistré dans des conditions un peu extrêmes, en pleine montagne autour d'un feu de bois, muni de kawaii qu'on entend pas mal, avec un matériel pas tout à fait adapté à ce genre de conditions. Après réflexion et après avoir pas mal travaillé le rendu sonore, on a décidé de quand même le publier, car on trouvait que le contenu en vaut vraiment le détour. Olivier partage une vision de la vie, de la société et de la liberté qui est vraiment unique et qui fait beaucoup de bien. On a discuté de son rapport à la nature, de son rapport à ses chevaux, et il a cherché à répondre à ma question. Est-ce que dans la vie, on peut vraiment faire ce qu'on veut ? Et pourquoi parfois, on a l'impression qu'on peut pas ? Et pour ceux que la qualité sonore dérangera trop, je vous retrouve à l'épisode 4. Bonne écoute. It begins at sunup with a paper and a pen. Chirping birds are enough to make something of the bed. En fait, j'ai un défi il y a quelques années et les défis que je me mets actuellement qui sont différents. C'est quoi les défis que tu te poses actuellement ? Là, typiquement, pour moi, un défi, c'est de progresser dans ma relation aux chevaux et du coup de suffisamment progresser pour pouvoir entre guillemets le partager et le faire vivre aux gens que j'emmène avec moi en balade. Et cette relation aux chevaux, tu l'as toujours eue ou elle est arrivée à un moment donné dans ta vie ? Je pense que c'est un rêve d'enfant Ouais. qui s'est concrétisé voilà, relativement sur le tard. C'est-à-dire que j'ai commencé à le concrétiser, j'avais 40 ans. Quoi. Ok. Et avant ça, tu faisais quoi ? Et ben du coup, c'est toujours le même lien avec la nature que je vivais à travers la montagne, à travers les différents métiers que j'ai pu faire en agricole, que ce soit en élevage ou en maraîchage. Voilà. Ok. Et aussi, dans le même temps, j'ai fait pas mal d'animation nature. Et du coup, oui, quelque part, ça a toujours été la même chose en fait. Et comment ça a commencé cette aventure avec les chevaux précisément alors ? De manière, on va dire, opportuniste, c'est-à-dire que c'était là le truc que j'avais à vivre avec mes filles, à partager, et du coup, on a commencé par avoir une première jument, et puis de fil en aiguille, voilà, ça a se développer, on va dire, parce que ça paraissait juste et logique de faire ça à ce moment-là. Et c'est un choix que franchement, j'ai jamais regretté, quoi. C'était vraiment quelque chose de très fort tout de suite et un petit peu comme si tu as une révélation dans le sens où tu dis mais c'est ça que j'ai à faire maintenant, quoi. Ok. Et t'arriverais à mettre en mots un peu, je sais pas, la relation avec au cheval ou qu'est-ce que tu trouves dans la relation au cheval ou dans le fait d'essayer d'élever tes chevaux de la façon dont tu le fais Et ben si tu veux, t'es en relation avec quelque chose de vivant, tellement vivant, tellement réactif et je sais pas, ça me nourrit, tu vois, dans le sens où ouais, c'est comme ma famille, c'est comme des amis, je sais pas comment le définir plus précisément, mais ça me remplit de joie, je me sens bien avec eux. Moi, je trouve que de l'extérieur, ça a l'air hyper dur dans le sens où c'est infiniment subtil, quoi. Comment
comment on est dans le rapport avec un cheval, avec un animal, et comment on l'élève et comment on lui fait comprendre des choses sans, pour utiliser tes mots sans créer de défense et tout ça. Est-ce que tu trouves ça difficile ou c'est un truc qui te vient un peu tout seul Je parlerais. Parce que là, en fait, il y a le côté éducatif, on va dire, dont tu parles là, ouais. et le côté relationnel. Et peut-être on peut séparer les deux, en fait. Tu peux être juste bien avec ton cheval et sans parler d'exigence éducative ou de technique ou de, comment dire, d'une projection de ce que tu voudrais faire avec ton cheval. Tu vois, moi, quand je dis je suis en relation avec mes chevaux, des fois, il y a des matins où voilà, je pas spécialement le moral parce que pour des raisons différentes, X, Y, Z, genre tu te lèves, voilà, c'est un jour sans, quoi, on va dire. Ouais. Et le fait d'être au milieu des chevaux, c'est comme s'il y avait une éponge émotionnelle là, qui absorbe un petit peu toutes ces c'est pas forcément des pensées négatives, mais c'est plutôt une espèce de blues, Ouais. tu vois, et c'est comme si c'était un nettoyage. Ok. Voilà, et ça, c'est rien que ça, déjà, si tu veux, moi, ça me remplit. J'ai pas besoin de beaucoup plus. Et t'as jamais l'impression qu'il te renvoie l'énergie Par exemple, si t'es... Toi, en l'occurrence, je crois que ça... Mais mettons quelqu'un qui est en rando avec toi, qui peut être stressé ou tendu. Moi, j'ai toujours l'impression que le cheval, il se met en miroir de cette énergie-là et lui rend ça. Et en ça peut être très confrontant parce que tu fais de ton mieux et puis des fois, tu crées toi-même des situations encore plus stressantes. Et puis, il y a un côté un peu, je sais pas, tu dis éponge émotionnelle dans le sens où ils le prennent et ils te l'enlèvent. Et puis, mais je trouve que des fois, il y a un côté, ils te le rendent en miroir. Et ça te confronte à ce que t'es, et c'est bien, et en même temps, c'est difficile à voir parfois ou à entendre. Alors, je pense que ça, de nouveau, tu te replaces dans un contexte, si tu veux, où tu as une exigence vis-à-vis du cheval. Okay. Moi, quand je vis ça, j'ai aucune exigence vis-à-vis du cheval. J'ai juste l'exigence d'être là parmi eux, debout ou assis, avec des chevaux autour de moi, et je demande rien d'autre. Je suis juste dans une espèce d'immobilité, avec une espèce de flot de pensées qui sont là, qui m'absorbent, et d'un seul coup, c'est comme si, comme les nuages dans le ciel, tu vois, d'un seul coup, ça s'évanouit, et il y a quelque chose de plus lumineux, et plus doux, plus bienveillant, et c'est comme si c'était les chevaux qui m'avaient nettoyé. Mais j'ai pas d'exigence. J'ai même pas l'exigence de me dire je vais aller les voir pour que ça aille mieux. Ouais. Mais quand t'arrives et que tu te dis bon bah il faut... Non, je me dis rien du tout. Donc t'y vas et puis... Je suis là parce que ce jour-là j'ai envie d'être avec eux et ça se passe. Et tous les autres jours où il faut... Je sais pas, il faut ne serait-ce que les emmener d'un pré à l'autre, où il faut bien les faire quelque chose, donc il y a... Non, le cheval il a pas besoin de toi, rassure-toi, lui il est complètement autonome. Mais toi t'as besoin qu'il fasse des trucs, non? Il y a des moments, Joseph. Bah, après c'est un autre contexte, dans le sens où si je me replace dans un contexte d'éleveur et d'organisation de randonnée, et effectivement là je passe dans un autre registre où j'ai effectivement voilà, des exigences avec eux. Mais c'est un échange, si tu veux. Les chevaux pourraient pas être là à vivre la vie qu'ils ont avec moi si j'étais pas là. Donc là-dessus, je me sens en équilibre avec eux. Après, c'est ma théorie. Ouais, on pourrait leur poser la question directement, peut-être qu'il y aurait une autre réponse. Alors, on disait ça tout à l'heure aussi, c'est qu'ils sont là et puis ils s'en vont pas, alors qu'ils sont leur paddock, c'est quoi? C'est un petit fil. S'ils voulaient vraiment se barrer, ils pourraient le faire, non? Bah, après, ils sont là, mais il n'y a pas manger quand même. Ouais. Et du coup, vu qu'ils ont une nature, on va dire,
ou s'ils sont bien là, c'est-à-dire qu'ils ont suffisamment à manger, à l'endroit où ils sont, bah, ils bougeront pas. Pas beaucoup, quoi. Voilà. Ils n'ont pas l'intérêt d'aller voir ailleurs tant qu'il y a quelque chose à bouffer, quoi. Et alors, donc toi, t'es jamais allé à Paris? Alors c'est pas tout à fait vrai. Ah. J'ai été une fois 2 heures, je crois. Ah ouais? Ouais. Et alors, c'était comment ces 2 heures à Paris? En fait, c'était à l'époque où, quand tu étais objecteur de conscience, tu avais une visite obligatoire médicale à faire à l'hôpital des armées à Paris. Quand t'étais quoi? Objecteur de conscience. C'est quoi? Et ben, si tu veux, c'est les gens qui refusent, à l'époque le service militaire était obligatoire. Ah. Et du coup, quand tu refuses le service militaire parce que tu veux pas te servir des armes, et tu veux pas apprendre à tuer, du coup... T'avais quel âge à ce moment-là, toi? J'avais 21 ans. Et c'était une option vraiment, tu pouvais dire non. Et ben en fait, si tu veux, oui, tu peux toujours dire non de toute façon. Après, à l'époque, tu allais en prison. Ah ouais? Ah ouais. Et t'es allé en prison, toi, du coup? Et ben du coup, moi j'ai eu un bol phénoménal, c'est qu'au moment où j'ai fait ma demande d'objection, donc il y avait beaucoup de gens, genre les témoins de Jéhovah pour des religions, pour des problèmes religieux, ou des gens qui étaient militants par rapport aux mouvements de la paix, ou des choses comme ça, ou des rebelles de base comme moi, Ouais. qui voulaient pas faire ça. Et du coup, il y avait une affectation obligatoire, genre dans des structures paramilitaires, comme les plantations de pin dans l'est de la France, avec des emplois réservés aux retraités de l'armée. Donc tu te retrouvais quelque part embrigadé dans quelque chose qui n'était pas un service militaire, mais qui était quand même assez contraignant, quoi. Et donc toi, quand c'est arrivé... Et ben il y a eu Mitterrand qui a fait passer, qui a eu en 81, qui a été élu. Et une des premières choses qu'il a fait à l'époque, c'était de libéraliser le statut d'objecteur, dans le sens où tu pouvais choisir un service civil dans une association, dans une structure environnementale. Voilà. Si le truc était reconnu d'utilité publique, tu pouvais choisir d'aller à ce endroit-là. Ok. Et du coup, tu passais plus par la case prison et jugement. Et il y avait beaucoup de gens dans ce cas-là qui refusaient catégoriquement d'aller faire la guerre? Bah, c'était même pas faire la guerre. Oui, c'était apprendre à tuer. Faire la guerre, ouais. Je sais pas, je me rends pas compte. Ok. Je peux pas te dire. Mais toi, quand t'as pris cette position-là, t'avais l'impression que c'était la norme ou t'avais l'impression de faire un truc méga rebelle Non, pour moi c'était une évidence que j'allais pas faire leur truc, c'est tout. Ouais. La norme, ça m'a jamais trop intéressé. Ok. Et du coup, Paris... Bah, du coup, il y avait, à l'époque, par rapport à ça, moi j'étais sur Lyon à ce moment-là. Ouais. Et du coup, j'étais obligé de prendre le train pour aller à Paris, pour faire 2 heures de visite médicale, pour repartir après. J'ai bu un café à l'époque, c'était 10 francs le café. Je me suis dit, mais c'est horrible cette ville, comment on peut payer un café 10 francs, tu vois? Ouais. Bon, maintenant, c'est plus 10 francs, c'est je sais pas combien d'euros, mais... Ah non. Non. 1,50 €. 3 euros. 3 € le Sur café à plein Paris. d'endroits, ça peut être 1,50 au comptoir, mais c'est souvent 3 euros. Ah ouais. C'est 2,70, je dirais. C'est ruineux, quoi. souvent 2,70. Ouais, mais après, les gens sont contents aussi d'être à un café parisien. Non, moi, je Mais alors, ma question où je voulais venir, c'est comment tu t'imagines... C'est pas Paris, parce que je sais que mais comment tu t'imaginerais une vie parisienne Bah, moi, je pense que une vie en ville, ça peut être super intéressant si tu as du lien social, si tu as de la culture, du cinéma, si tu as des choses à faire en ville, tu vois, des trucs vraiment sympas. Mais tous les gens qui subissent la ville parce que ils sont coincés par rapport à des professions, par rapport à, je sais pas, par rapport à des choses qui sont... Ouais, ils sont obligés d'être en ville pour ça.
Et quand tu l'as subi et que tu la vis pas pleinement, bah, c'est juste un carnage. Mm. C'est juste un truc qui te rend malade, plus ou moins à court terme. Et toi, c'est un truc qui peut te manquer, ce lien social, là où tu habites? Le lien social que tu pourrais avoir en ville, tu veux dire? Ouais. Non, parce que finalement, moi, pas tous les jours, mais il se passe plein de trucs. Ouais. Moi, je me sens pas en manque de lien social. Mm. Est-ce que toi, tu penses que dans la vie, finalement, on peut faire un peu ce qu'on a envie de faire? Ou est-ce que c'est une idée naïve et candide de dire... Est-ce que tu crois qu'il y a des choses à poursuivre dans ce qui nous fait envie? Ou est-ce que c'est plutôt une facilité? En fait, moi, j'imagine pas. Enfin, j'imagine pas. J'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent faire des choses qui les intéressent pas. Plus que ça. Mm. J'ai essayé, il y a eu des petits moments de ma vie où voilà, j'ai essayé de bosser des petits boulots pour gagner 3 sous, tu vois. En général, au bout de 2 jours, j'étais viré, quoi. Tu faisais comment pour te faire virer? Parce que j'étais improductif, parce que j'étais pas dans le truc, parce que je comprenais pas ce qu'on me demandait, parce que je faisais n'importe quoi. Et que ça marchait pas, quoi. Je suis en fait impossible à diriger, impossible à obéir à quoi que ce soit. Impossible d'obéir à quoi que ce soit? Ouais, pour ma part, ouais. Encore aujourd'hui, tu dirais, ou c'est un truc de jeunesse? Non, toujours pareil, ça n'a pas beaucoup changé. Alors c'est quoi le problème? Enfin, pas le problème, mais le fait d'obéir, à quoi par exemple? À quoi t'arrives? À quoi t'as pas envie d'obéir ou... À une norme, à des règlements, à une pression sociale. Qui te paraît infondé, arbitraire? Tout ce qui me paraît pas, qui ne correspond pas. Ouais, ce qui te paraît Alors, pas... du coup, c'est clair que des fois, tu fais des compromis. Hein, Quoi comme compromis, par exemple? Si tu te fais arrêter par les flics, parce que je sais pas, moi, t'as fait des trucs qui sont hors la loi, va falloir négocier, quoi. Toi, tu t'es fait arrêter par les flics, beaucoup? Ouais, ça arrive rarement là où je suis. Ouais, il n'y a pas beaucoup de policiers. Il y a un flic tous les 60 km, donc on est relativement peinard. Mais attends, mais t'as pas d'activité illégale, est-ce que je sache? Ah, tu veux pas en parler? Ah, ok. Mais donc c'est pas forcément l'autorité, c'est le côté si ça n'a pas de sens pour toi et que ça paraît absurde pour toi. Et c'est si je comprends. Typiquement un truc qui m'horripile, c'est quand tu te retrouves genre devant quelqu'un qui t'impose quelque chose et puis qui te sort le truc, l'argument massue qui dit ah mais c'est le règlement. Tu vois, alors, là quand j'entends ça, en général, je tourne les talons, quoi. Tu t'énerves toi souvent? Non, je m'énerve pas. Tu t'énerves. Même quand on te dit c'est le règlement, tu t'énerves pas? Non, je dis ils sont vieux, faut les attacher, quoi. C'est vrai que tu t'énerves jamais, toi. Il y a des trucs qui t'énervent quand même. Rarement. Mais il y en a. Bon, oui, c'est arrivé, mais c'est vraiment. Ouais. Pas mon tempérament. Et c'est peut-être une question naïve, encore une fois, mais pourquoi à ton avis? Ça vient d'où, à ton avis, ce calme ou ce sang-froid en toutes circonstances que tu as? Alors déjà, je dirais pas ça, hein, mais j'en sais rien d'où ça vient. Moi, je pense que je suis en phase avec ce que je vis et ce que je suis. Et puis, il y a quelque chose de. Voilà, une forme de philosophie, quelque chose qui est relativement détaché de la matière aussi. Et du coup, j'ai peu de raisons de m'énerver, quoi. Ça arrive pas souvent, quoi. Et si c'est détaché de la matière, c'est rattaché à quoi alors? Ce que tu sens, ce que tu vis, t'as pas besoin d'avoir le dernier iPhone pour être heureux,
le standing de la plus belle voiture. Et pourquoi ça marche autant, tu crois remplir ton frigo, parce que t'as peur de... Voilà, je sais pas moi. Pourquoi ça a autant d'emprise sur nous, et sur moi par exemple, ou beaucoup d'autres gens, tous ces trucs dont tu parles de consommation et tout? Je peux pas me mettre à la place des gens, mais moi je sais que j'en ai pas besoin, ou moins besoin en tout cas. Mm. Je pense que c'est beaucoup lié à la peur. À la peur de quoi? La peur de ne pas être en sécurité. Du coup, la peur de ne pas avoir d'argent, la peur de ne pas avoir de boulot, la pression qu'on te met depuis toujours pour te dire eh ben, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu es un futur chômeur. Et pourquoi on nous met cette pression alors au début? Parce que tu rentres dans les cases, tout simplement. Mm. Au niveau social, Parce que c'est facile à gérer. Ouais, voilà. Ok. D'ailleurs, on a un magnifique exemple en ce moment. De quoi? De la peur du Covid, par exemple. Ah ouais? Ouais. Et en quoi enfin, comment ça se manifeste avec le Covid selon toi? Bah, si tu veux, une société malade, parce que moi je considère que la société est malade, produit des gens malades. Donc les gens malades sont beaucoup plus fragiles par rapport à un virus ou un truc qui te débouche comme ça dessus, quoi. Et ça ressemblerait à quoi alors une société en pleine santé? Et ben des gens qui sont libres et qui font ce qu'ils ont envie de faire et qui leur plaît. Et si tu devais t'imaginer concrètement, si tu devais me peindre un tableau, à quoi ça pourrait, quelle forme ça pourrait prendre par exemple? Bon, ben, ça a des tas de formes différentes. Moi je veux dire, on est tellement différents tous. Mais si concrètement, beaucoup de gens se diraient bon bah ne subissent pas. Et ben, moi je suis pas non plus un gourou du truc, tu vois. Je veux dire, je parle uniquement pour moi, je vais pas me mettre à la place des gens. Mais j'imagine qu'il y a plein de gens qui font plein de trucs super, qui leur plaisent et qui sont pas forcément dans ce tableau noir qu'on est en train de décrire, genre adieu les cons, le pont du métro, tu vois. Et t'as l'impression, tu pars pas mal en montagne avec des jeunes, non? Des jeunes gens, des ados, des jeunes adultes ou des... Pas plus que... Pas plus que ça, non. Ok. Parce que ma question c'était si t'avais en face de toi un jeune adulte ou un ado ou même un enfant qui disait je sais pas ce que j'ai envie de devenir parce que je sens que ce que j'aime c'est pas vraiment ce que je suis censée aimer et du coup je sais pas trop quoi faire, tu lui donnerais quoi comme conseil? Moi je crois que c'est écouter, tout simplement. Écouter à l'intérieur et dire bah, voilà, ça me plaît. Ou beaucoup de gens font plutôt le truc contraire. Moi je dis plutôt là-dedans aussi, ça me plaît pas, donc je le fais pas. Ouais. Tu vois. Mais on croit souvent que ça va nous mener à rien, quoi. Que oser dire, bah ça me plaît pas, donc je le fais pas. Qu'on va finir avec rien. Oui, mais c'est quoi ça, finir avec rien? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que t'as, je sais pas. Finir avec pas de perspective, pas de... Je sais pas quoi faire de moi-même. Ouais, mais ça, je veux dire, c'est des étapes normales de la vie. Je veux dire, c'est ça le problème, c'est que... Enfin, un des problèmes, en tout cas, c'est que... surtout au niveau des jeunes, je veux dire que tu vis une transformation et dans ton énergie, dans tes goûts, dans tes choix, il y a quelque chose qui évolue. Et du coup, si tu es à l'écoute de ça, ben, tu n'as pas de peur à avoir. Il va forcément se passer quelque chose. Il va forcément se passer quelque chose. Même si ça prend du temps. Des fois, ça peut prendre du temps, mais c'est jamais perdu, je pense. T'as vu tes filles passer par là, par ces moments-là de la vie? Ouais. Et t'as pas eu peur et tu
t'es pas dit... tu t'es dit ça, tu t'es dit ce que tu viens de dire, qu'il allait forcément se passer quelque chose? Ouais. En fait, si tu veux, c'est un petit peu la confiance que tu peux avoir à la vie, et je pense que c'est vraiment un postulat de départ. Si tu es dans cet état d'esprit où tu sens que, voilà, sauf même les accidents, des fois, ça débouche sur des bonnes choses, quoi. Ouais. Sur des transformations, et je pense que c'est cette forme de confiance que tu peux avoir dans ce que tu peux générer, dans ce qui peut se passer dans ta vie, et qui va forcément arriver quelque chose qui est bien pour toi et pour les autres. Tu crois à une organisation ou une force supérieure, ou enfin l'univers, Dieu, une forme de ce genre de choses? Je me pose pas de questions là-dessus, en fait. Ok. Tu sens quelque chose ou... Bah, en fait, du fait est que je suis pas là-dedans, quelque part, je suis pas non plus réceptif, quoi. Ok. Après, que ça existe pour d'autres personnes, je peux le concevoir. Ça, c'est... T'as pas l'impression que ce que tu décris quand tu dis que tout ce qui t'importe, c'est un peu là où t'es maintenant, et ce que tu ressens, et un espèce de... Je me souviens plus des mots exacts que tu as utilisés, mais c'est peut-être ça que moi, je sais que ça, chez moi, ce que tu décris, ça me parle beaucoup. Et ça, chez moi, c'est... j'appelle pas ça Dieu, mais c'est ça, quoi. Je me retrouve souvent à parler à ça, quoi. Et toi, t'as pas l'impression que c'est un truc... Enfin, t'y réfléchis pas du tout dans ces termes-là, quoi? Non, ça m'intéresse pas, en fait. Ok. Pourquoi? Bon, j'en sais rien. Ouais. Ça me parle pas, quoi, tout simplement. Ouais. Ok. Bah, cool. The hero, can you tell? Cosmic breaches from ink stains. Come the fuck out of your shell. Eyes infused of your disdain. Come, take my life apart. That's how you make a wife. Oh. Du coup, Aéo, il a l'air d'avoir une belle vie sociale, quoi. Ouais. Bah, t'as surtout plein de générations différentes aussi. Ouais. Et ça, c'est cool. Ouais. Le village de vieux. La moyenne d'âge, elle est relativement jeune, quand même. Je sais pas, la moyenne d'âge, ça doit être 30 ans, quoi. Un truc comme ça. Okay. Il y a plus de 20 enfants à l'école en ce moment. Et il y en a 15 au jardin d'enfants, tu vois. Donc déjà, sur 150 habitants, t'as déjà 35 gamins qui ont entre 10 et 2 ans, quoi. Les gens qui ont 30 ans qui sont à Eor, ils ont quoi comme genre de métier? Alors il y a pas mal de... Alors un petit peu beaucoup de gens qui font du service. Voilà. En socio-médical, à l'école, tu vois. Ok. Ouais, et puis des gens qui bossent à l'extérieur, des gens qui font de l'agrotourisme comme moi. Voilà. Et pas mal de mamans seules avec leurs enfants qui vivent des aides sociales. Ok. Toute seule? Bon, il y a beaucoup de mères célibataires. Ouais. Et la communauté, il y a un soutien de la communauté, ou enfin, elles viennent un peu pour ça, tu crois, ou... Bah, je dirais il y a une bonne moitié des personnes qui viennent sur Eour qui font un choix par rapport à leurs enfants. Ah ouais. Ça, c'était un choix par rapport à tes enfants aussi ou... Ouais, très clairement. Ouais. Et toi, ça te fait penser à... Ton enfance, c'était quoi? Eh bien, si tu veux, moi j'étais gamin. Mes parents, mon père était prof et du coup, il a été sur différents postes. Et on a été quand même
pas mal en banlieue en fait, pas tellement à la campagne. Mais voilà, moi j'avais un lien très fort à la nature. Donc là où je me ressourçais, même gamin, c'était aller faire des cabanes dans les arbres, des trucs comme ça quoi. Non, éclaireur. Ok. C'est quoi les éclaireurs en fait? Bah, c'est le non confessionnel. Ah ok. Du coup, tu disais que t'étais genre un rebelle à 20 ans, c'était genre. T'es aussi rebelle vis-à-vis de tes parents et tout, ou c'était juste par rapport au système? Ouais, je pense que c'est difficile de- J'ai toujours été contre. En fait, si tu veux, un peu, Pratique pour les parents, ça. Je suis contre en fait. je suis contre. En fait, je suis né, Mais j'étais pourquoi? contre. Non. J'aurais pas dû naître. T'as dit c'était quoi? Ouais, après, par exemple, pour les chevaux, t'as dit que tu vois, t'as commencé à 38 ans et là, t'étais pour quoi. Et que t'as jamais arrêté. Et oui, non, mais parce que quoi, j'étais contre par rapport aux choses qu'on m'imposait. Ouais. Voilà. Par contre, par rapport aux choses que j'ai choisies, non, évidemment. C'est marrant parce que du coup, à tes chevaux, tu leur imposes pas grand chose, tu négocies tout quoi. Ben, Enfin, ouais, tu leur imposes des trucs, mais. Par le principe qu'ils sont contre aussi. bah, non, mais comment dire, j'ai une finalité quand même. Ouais. J'ai une finalité que ça se passe bien entre le cavalier et le cheval. Et effectivement, dans la mesure du possible, je négocie énormément. Mais en fait, si tu veux, c'est difficile de faire ces comparaisons-là, parce que finalement, là, tu fais une comparaison interespèce entre l'interaction entre l'espèce humaine et les chevaux. Alors que quand je dis je suis contre, ouais, c'est uniquement par rapport à l'espèce humaine, quoi. Ouais. Donc avec tes parents aussi t'étais contre. Ouais, j'ai toujours été contre. Dès le départ. Et même après. Avec- Mais contre gentil, en fait, Ouais, si ok. tu veux, plutôt Oui, que de c'est péter un gentil. câble, j'étais plutôt du genre, ok, c'est bon, ça suffit, je me casse. Ok. Voilà. Mais toi tu pratiques le départ quoi. Je m'en- Ouais, en général, enfin, j'ai fait pas mal ça, tu vois, à un moment donné, j'ai dit, non, mais là, je vous comprends plus, là. J'ai pas les moyens de vous changer, j'ai pas les moyens de me changer. Ok, on verra plus tard. Et après à l'âge adulte quand eux ils étaient plus vieux, tu t'entendais mieux avec eux ou ça n'a pas trop changé? Bah, en fait, je pense qu'il y a beaucoup plus de tolérance maintenant. Dans le sens où mon père il a 87, ma mère elle a 82. Et ils sont adorables. Voilà, dans leurs limites. Et que je sais que j'ai pas à cet âge-là que je vais faire la révolution, que je vais les changer. Parce que t'as quel âge en fait toi? Bah là j'ai 60. Ok. Ça a toujours été un grand mystère dans ma vie, ton âge. Ah bon? Quand tu dis que tu partais vachement souvent et tout parce que t'étais contre, est-ce que du coup t'as quand même trouvé rapidement des gens qui avaient les mêmes valeurs que toi et une communauté dans laquelle t'étais bien, ou est-ce que t'as quand même eu une phase du coup solitaire Ouais, je pense que j'étais, si tu veux, ça a été au niveau des expériences, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu des expériences, effectivement, où quelque part, il y avait effectivement entre 20 et 30 ans cette envie de social, la capacité aussi d'assumer ses choix seul. Ouais, je sais pas, c'est un mélange de détachement et de confiance en soi-même, quoi. Pas forcément être dans l'attente de ce qui pourrait venir des autres, quoi. Et est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit ok, ma vision c'est ça, dormir dehors 2 mois par an, ou n'importe quoi, et tu t'es dit ah c'est dur, j'ai pas envie de le faire, mais comme c'est vers là que je veux aller, je vais faire l'effort et puis un jour je m'y habituerai, ou est-ce que tout a toujours été très naturel quoi, t'en avais envie, tu l'as fait et... Ouais, je pense que c'est plutôt comme ça, en fait, si tu veux.
en général, quand ça commençait à me peser, bah, Ok. j'arrête. Tu vois, je fais autre chose, quoi. Mais non, si tu veux, moi j'ai toujours été très sportif et du coup beaucoup de facilité par rapport à me bouger physiquement. Et évidemment, pas forcément casse-cou, mais une nature à relever les défis. Tu vas te dire, ça, là j'ai envie de ça, je m'en donne les moyens, j'y vais. Est-ce que là, il y a un truc que tu aurais envie de faire aussi? Ou là, tu fais tout ce que tu as envie de faire? Ben là, je suis tellement nourri et porté par ce que je fais actuellement que, en fait, mon objectif, c'est d'aller toujours plus loin dans ce que j'ai à vous proposer, dans ma relation au foot, en tout. Pour moi, c'est vraiment, en ce moment, très fort, quoi, un chemin de vie, quoi. Est-ce que c'est le truc le plus subtil et complexe que tu as fait dans ta vie ou pas? Et ben, en fait, je dirais maintenant, c'est plutôt quelque chose. C'est pas abouti, mon histoire, pas du tout. Mais je sens que par rapport à ce que j'ai déjà vécu, il y a déjà eu une sacrée progression, quoi. Tu vois. Et du coup, ça me propulse, tu vois. Me dire, je peux aller encore plus loin. Et vu que c'est un. C'est pas, il n'y a pas de performance à cheval pour moi. Tu vois, là, c'est pas une performance physique, c'est pas une performance de compétition, c'est une performance relationnelle. Qui est basée, pour ma part en tout cas, beaucoup sur une forme de bienveillance et d'essayer de comprendre et de communication. Donc c'est un truc, je veux dire, tu veux parler là-dedans, t'as toute ta vie, quoi. Je veux dire, tu peux y aller à 120 ans, tu seras encore en train de te poser des questions, quoi. Mm. Et si tu avais 20 ans ou 30 ans là et que tout était possible, tu referais la même vie ou tu te dirais ah en fait j'aurais trop aimé être... Et ben non, je crois que j'ai vraiment pas de regrets, tu vois. Ok, voilà. Et là ça c'est marrant parce que tu vois, moi j'ai pas le bac, j'ai pas été, je me suis arrêté en seconde et je suis parti. Et du coup c'est un truc où j'aurais pu me dire, bah tiens, j'aurais fait des études, j'aurais fait une vie différente de ce que j'ai actuellement, tu vois. Je me suis jamais posé la question. Mais vraiment... ouais. Tu regardes un peu les infos ou pas? Ah, j'écoute la radio, ouais. Ouais. Du coup, ça me permet de voir dans quel délire l'humanité continue. Et qu'est-ce que t'en penses? Le régime de la peur, quoi. Où tout est basé sur la peur actuellement. Enfin, actuellement, peut-être que ça a toujours été comme ça, mais on essaie de faire peur au maximum, que ce soit la peur de la prochaine catastrophe climatique, du prochain virus, la prochaine révolution des banlieues, le prochain krach mondial financier, le prochain tremblement de terre. Je veux dire, t'es en permanence confronté à une peur de fou, quoi. En même temps, l'être humain, depuis qu'il a commencé à faire pousser des graines, il a peur de la météo, de ce qui va faire trop chaud. Ah oui, non, mais là, comment on fait pour survivre, si tu quoi. veux, là, d'accord, mais là, il y a Dans sa nature, quoi. il y a des moyens de communication qui sont un peu autres qu'autrefois, quand même. Ouais. Je veux dire, c'est profondément ancré. Toi, tu parles souvent de ce que les générations de cheval se transmettent. C'est profondément ancré de génération en génération que d'avoir peur et d'essayer d'anticiper, quoi, les dangers. Ouais. Mais effectivement, depuis Cro-Magnon, on n'a pas trop évolué quand même. Tu vois, la question que je me pose, tu vois, moi j'ai un style de vie où finalement, tout simplement au niveau de mes revenus, je dois être à un truc genre 1500 € par mois de revenus, et j'ai l'impression d'être le roi du pétrole, tu vois, avec ce que je gagne là. Et de faire un truc qui me plaît, de faire partager des trucs sympas aux gens que j'emmène, et de vivre bien, d'être en bonne santé, tu vois. Et je me dis, mais les gens, qu'est-ce qu'ils font de leur pognon, tu vois? Genre pour les gens, 3, 4 000, 6 000, 10 000. Il y a un gars qui est venu récemment, il m'a dit, lui il travaille en hôtellerie, un hôtel de luxe 5 étoiles à Saint-Tropez là-bas. Il me dit, les gens qui viennent manger un soir là-bas, ils mangent ce que je gagne en un mois. Tu vois? Donc, et les gens sont pas plus heureux pour autant. Enfin, de ce que je peux en juger, tu vois. Le steak,
Je veux dire, tu le chies pareil, quoi. Et si t'avais une baguette magique et que tu pouvais faire, soit régler un problème, soit changer un truc dans l'humanité actuelle, qu'est-ce que tu ferais? Je crois pour baguette magique. Ouais, mais si t'avais. Non, je crois qu'on est parti pour en baver un moment quand même. Si t'étais président. Oula. C'est quoi la première mesure? C'était bon la paix. Je suis contre. Ah, je suis pas pour. La première mesure, c'est que je me démissionne. Mais tu dis qu'on va en baver pendant un moment, mais tu crois que l'issue, elle a des chances d'être positive ou que ça va être la merde et qu'après ça va être pire? Jusqu'à ce que ce soit fini. Concrètement, moi, je le vis, quand tu vis dans la nature, tu te rends compte que ça change, quoi, que les températures augmentent, que les accidents climatiques sont de plus en plus fréquents, qu'il y a un véritable chaos qui est en train de s'installer. Voilà, typiquement ce printemps, on a eu des gelées qui ont tout grillé jusqu'à des -10. Par ici, tu vois, il n'y aura pas un fruit. L'année dernière, on s'est chopé 2 mois de 35 degrés non-stop, sans pluie. Voilà. Donc, moi, entre ce que je ressens concrètement et ce que j'entends de climatologues ou de choses comme ça, effectivement, Quoi s'inquiéter? tu peux te dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'issues, quoi, par rapport à... Alors après, tu peux imaginer qu'effectivement l'humanité finalement, c'est l'histoire de l'humanité dans l'histoire de la planète, c'est pas grand chose. Oui, c'est juste, c'est un truc. Donc tu peux peut-être relativiser là-dessus. Mais ce qui est rageant, c'est que moi, ce qui me fait râler, tu vois, c'est que râler, plus que râler, je veux dire, que je comprends pas et que c'est pour un besoin matérialiste qu'on soit dans ce délire de vouloir piller, et que ce soit les ressources naturelles comme les ressources humaines, tu vois. L'inégalité sociale, elle est intolérable. Et pour rendre des gens pas plus heureux que ça, finalement. Tu vois, et c'est là où je trouve que si j'ai un espoir dans l'humanité, ce serait effectivement qu'on change ça, quoi. Ok. Mais du coup, tant que le système est basé sur cette peur du manque, que ce soit un manque matériel essentiel, je sais pas, ça paraît mal barré, quoi. Ouais. Tu veux qu'on mette un petit morceau de bois ou pas? Il faudrait juste pousser celui qui est de la